क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का। इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं। मेरे बाहरा इमाम ज़ैनब का, क्या बताऊं तेरे दर पर भी आएगा जिब्रील, तेरे दर पर भी आएगा जिब्रील, तू भी हो जा गुलाम ज़ैनब का। D'abord, je veux dire un petit bravo à Malik pour son éloquence et pour le sujet choisi. Félicitations à faire un grand salut. Salat Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hazrin Mehfil, chers internautes, Khoja TV, Salamun alaikum. Je remercie Monsieur le Président de m'avoir donné l'occasion de vous présenter un ami qui m'est très cher, en la personne de Monsieur Pierre Lachaire. Monsieur Pierre Lachaire a fait des études d'ingénieur à l'école des hautes études industrielles de Lille. Il a travaillé dans la chimie en France, puis en Suisse et enfin en Inde dans une ONG. Revenu en France, il a préparé un 2A d'ethnologie et a soutenu une thèse sur le réseau marchand et industriel au Maharashtra, caste et sous-traitance et clientélisme. Membre de CAIS, Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, il a publié plusieurs articles et revues. Et il a également animé des séminaires. Il a été affecté comme chercheur au centre de Pondichéry. Passionné de l'Inde, il poursuit ses recherches sur le réseau marchand indien et en particulier au Gujarat. La liste de son champ de compétences est encore très longue, mais faute de temps, je laisse le plaisir de vous présenter le livre qu'il a écrit sur la communauté Khoja. Un livre remarquable que je vous invite à le lire ou ne serait-ce à l'avoir dans votre bibliothèque. Malheureusement, nous les Khoja, nous n'écrivons pas notre histoire. Heureusement, d'autres le font à notre place. Nous devons au moins soutenir ceux qui écrivent notre histoire par l'achat de ce livre. En vous remerciant, Salamun alaikum. Je vais demander à M. Pierre Lachaire de venir présenter son ouvrage. Je dois dire que je suis très content, je me retrouve avec vous avec plaisir après plusieurs années, le temps qu'il a fallu pour ce livre d'être publié. Alors ce livre a été une longue histoire, si je puis dire. Vers 2004-2005, j'ai rencontré M. Kachira dans un séminaire. Je lui ai expliqué que j'étais sociologue, que j'étais intéressé par l'Inde et que, pourquoi pas, je pouvais peut-être explorer, voir ce qu'est une Jamaat. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je suis venu parler avec un certain nombre d'entre vous le samedi, une fois ou deux le vendredi, le dimanche,
Ça a duré peut-être un an et demi. Et puis ensuite, il a fallu trouver d'autres informations, rédiger, etc. Disons que vers 2006, 2007, en gros, le travail, si vous voulez, de prise de contact, de connaissance de la Jamaat était terminé. Après, c'est un travail de bibliothèque et autres. Donc, si vous voulez, le livre ici a été fait avant la construction de la mosquée, avant cette nouvelle salle, hein, ça date d'avant. 2008, le livre est présenté dans mon institution qui publie. Il faut plusieurs relecteurs avant que l'éditeur accepte la publication. 2009, le livre est accepté. Et là, j'ai dû attendre jusqu'à le mois dernier pour qu'il soit publié. Alors la question de l'édition a été assez longue, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le contenu du livre en tant que tel, mais qui sont des raisons plutôt moins administratives. Voilà. Donc, maintenant, ce petit livre. Alors, d'où viennent les informations qui sont contenues dedans? D'abord, ce n'est pas un livre à thèse. Je ne cherche pas à défendre ou à montrer ou à démontrer. C'est un livre, disons, de type ethnographique qui cherche plutôt à décrire. Voilà. Alors, hormis les informations que j'ai trouvées, bien sûr, ici, en parlant avec vous, à votre bibliothèque, où j'ai emprunté certains ouvrages, dans d'autres ouvrages que j'ai pu acheter dans le commerce, qui parlent des chiites, il y a également beaucoup d'informations sur Internet. La Jamaat de Toronto a un site qui était à l'époque assez bien fourni, ça a peut-être changé. Il y a les sites de Madagascar, de votre fédération d'Afrique orientale, etc., de Londres, bien sûr. Donc beaucoup d'informations. Et puis d'autres informations dans les bibliothèques. Il y a quelques travaux qui ont été faits sur les Khojas, en particulier en Afrique, plus qu'en Europe. En Europe, il n'y a pas grand-chose, peut-être en Angleterre. Voilà. Donc, c'est l'ensemble, si vous voulez, de ces sources qui m'ont permis de faire ce livre, qui n'est pas très gros, il fait 136 pages. Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce livre? L'introduction, bien sûr, des remerciements, un certain nombre de personnes qui m'ont aidé, sont citées, j'ai eu plaisir à me souvenir d'eux, etc. Ensuite, il y a un premier chapitre qui s'appelle « Mise en perspective de l'histoire des Khojas ». Comme vient de le dire M. Katchera, les Khojas connaissent fort mal leur histoire. Bon, les documents ou les souvenirs qui, à l'époque où j'ai fait le livre, permettaient, si vous voulez, d'avoir quelques informations, en gros, ça démarre vraiment en 46-47, après l'indépendance de l'Inde, lorsque des Khojas africains cherchent à former une fédération de Jamaat régionale, puis ensuite ça va monter jusqu'à la fédération mondiale, etc. Il y a bien sûr des informations qui sont antérieures à cela, quelques-unes, que j'ai trouvées dans une revue de la Fédération d'Afrique. Mais en fait, si vous voulez, tout ce qui précède, je dirais, du milieu du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle pratiquement, et même après, il reste une recherche à faire, et je crois que c'est à vous-même de la faire dans vos archives personnelles, et si ça existe dans les archives de Jamaat, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'archives de Jamaat. Donc, si un jour une histoire se fait, elle dépend de chacun de vous. Voilà. Ensuite, bon, alors, se met en place évidemment les fédérations régionales, il y en a une en Europe, une aux États-Unis, une en Amérique, etc. Donc, alors, un second chapitre concerne la fondation des Jamaat ici en France. Celle, la présente, celle de Bagneux, qui ont été construites, édifiées au cours du temps. Ça a demandé, bien sûr, pas mal d'efforts. Au départ, il y a un Khoja, des Khoja arrivent, il faut trouver les moyens de se réunir, etc. Bon, ensuite, une autre, alors, fondation de la Jamaat, c'est bien sûr également la façon dont la Jamaat est administrée. Vous avez un président, un trésorier, enfin, etc. Il y a également toute la question religieuse qui est là, avec un imam. Il y a les majalis. Il y a la période de Muharram, avec Ashura.
il y a toutes comment dire, les prières, les rituels que vous faites, dont je parle également. J'ai pu assister à des séances de matin ici, et il y a quelques photos qui, je dois dire, sont très petites dans le livre. C'est une question d'édition. Voilà. Bien sûr, il y a une question d'identité qui se pose. Je m'adresse aussi, bien sûr, pas seulement à vous, ou aux Koja d'outre-mer, enfin ceux qui ne sont pas en France, mais je m'adresse également à des Français qui vont y associer et qui vont apprendre à vous connaître, je l'espère, à travers ce livre. Parce qu'on vous connaît peu, évidemment. Bon, alors, qui est un Koja? Bon, c'est quelqu'un dont les ancêtres venaient du Gujarat. Il en vient peut-être encore. Quelqu'un qui est passé par migration au XIXe siècle, par Madagascar, entre autres, parce que les itinéraires de migration, partant de Port-Bandar, de Bombay, etc., ont suivi parfois la côte africaine, par Zanzibar, et finalement arrivent à Madagascar. Voilà. Les Kojas sont chiites. Il y a bien sûr plusieurs groupes de chiites. Il y a des chiites ismaéliens, que vous connaissez, qui suivent l'Agacan. Il y en a également d'autres ismaéliens qui suivent le Daï, les Bora. Vous les connaissez, puisqu'à Madagascar, ils vivaient près de vous. Alors qu'à Paris, ils ont des centres, bien sûr, mais les centres sont dispersés. Et ce que je constate, c'est que si les rapports entre ces différentes communautés sont assez étroits dans certaines villes de Madagascar, je crois qu'à Paris, ils sont beaucoup plus distendus. Ça reste une question de rapport personnel, ou éventuellement au niveau des présidents ou autres qui peuvent se rencontrer. Mais il n'y a pas ces rapports qu'il y avait à Madagascar. Alors, bon, c'est un chiisme duodécimain, donc du type iranien, bien sûr. Ça implique pas mal de choses qui sont également pas très connues en France. On a parlé évidemment des grands ayatollahs révolutionnaires, etc. Mais je crois que je n'ai jamais entendu parler de l'ayatollah Sistani, par exemple, ou Koïm, ou ceux que vous connaissez qui vous servent de guide. Bon, des ouvrages spécialisés, bien sûr, en parlent. Mais ce petit livre, en fait, doit rester, en quelque sorte, bon, c'est déjà un ouvrage spécialisé, mais il doit rester à la portée, en fait, de beaucoup de personnes. Je ne dirais pas tout le monde, parce qu'il y a quand même des notions qui ne sont pas fréquentes, qui ne sont pas comprises habituellement par l'ensemble des Français, mais enfin, je crois que pour vous, ça ne posera aucun problème. Et également pour les gens qui sont musulmans, qui ne sont pas forcément chiites, que ça peut intéresser. Je vous rappelle quand même que l'Inde, il y a 13% de la population qui est musulmane, ça fait environ 150-160 millions d'habitants. Autrement dit, l'Inde, plus le Pakistan, le Bangladesh, mais l'Inde à elle seule est un grand pays musulman d'Asie. Voilà. Là, je vous remercie. Merci. Oui, alors, un dernier mot. Bon, ce petit livre, j'en ai quelques-uns que je peux vous vendre, il coûte 25 €. J'ai également une feuille qui résume un peu ce qu'il y a sur le livre derrière, qui résume, qui reprend, et qui donne l'adresse où on peut commander les ouvrages. Vous pouvez également le commander par votre librairie. Je vous remercie. क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का।